hao tout le monde. Je vais vous dire chier pour l'invitation de participer à cette conférence extraordinaire sur la tyrosinémie. Alors, dans mon laboratoire, on s'est intéressé à la tyrosinémie assez tôt, quand j'étais au CHUL, et on s'est intéressé d'abord à la mutation. Et évidemment, la première diapo, c'est celle que tout le monde a mis, c'est celle du docteur Jean Larochelle. Et ça ici, c'est simplement quelques données pour vous montrer que la tyrosinémie a quand même plusieurs adeptes au point de vue scientifique. Il y a 148 000 résultats si vous tapez tyrosinémie dans Google. Ça, c'est le 10 septembre. Si vous tapez dans PubMed, vous avez 1029 résultats. Ça, c'est plus sérieux. Maintenant, il y en avait 616 avant. Alors, donc, ça intéresse quand même beaucoup de gens. L'autre point que je voudrais faire, c'est que depuis le début, les gens ils parlent de 41 mutations. En fait, on a publié tout récemment une étude de distribution à travers le monde des mutations qui ont été découvertes. On est arrivé à 95, mais avec celles qui sont décrites sur un poster ici, on est à 99, donc une centaine de mutations. Sauf qu'il n'y a pas de relation entre le phénotype et la mutation. Mais ceci dit, il y a donc plusieurs mutations dans ce gène-là. Alors, vous avez ici une image des différents types de mutations. Il y a un peu de tout. Il y a des mutations où on change un acide aminé, des mutations où c'est des délétions. Il y a des mutations qui sont des mutations d'épissage de l'ARN messager, comme celle qui est la plus fréquente au Québec. Il y a des mutations qui donnent un codon non-sens, donc la protéine arrête d'être synthétisée, etc. Alors, donc nous, on a une mutation particulière, grâce au lac Saint-Jean. Alors, dans le laboratoire, on a commencé vers 1985. Je travaillais sur des mouches à l'hôpital. Puis, quand tu arrives à cet âge-là, tout à coup, vers 40-45 ans, tu te dis, il faudrait que je sois utile dans la vie. Fait que mon boss, c'est Claude Laberge, puis il travaillait sur la tyrosinémie. Alors, je dis, je vais cloner le gène de la tyrosinémie. Alors, on a d'abord démontré que ce qu'avait prévu Dr. Lindstedt, que c'était vraiment dû à une absence de FAH, donc on a fait un anticorps. Après ça, on a localisé le gène, ce qu'on pouvait faire à l'époque. On a identifié la mutation prévalente au Saguenay-Lac-Saint-Jean et on a fait un truc qui est demeuré célèbre avec Marcus dans le New England Journal of Medicine. Après ça, on a Marcus vous a parlé des essais sur la thérapie génique. Les effets toxiques du FAA ont été étudiés dans mon laboratoire par Rossana Yorkeron, postdoc, qui a montré que le FAA était toxique aussi bien sur des cellules que chez l'animal. Et on a aussi, on s'est mis plus récemment dans l'étude de la fréquence plus élevée de cancer hépatique chez les patients tyrosinémiques. Même au Québec, ils vont tous bien, mais ailleurs, il y a des cancers. Le modèle qu'on utilise, c'est la jolie souris de Marcus ici, qui est à gauche. Et donc, si vous enlevez le NTBC à la souris, elle a à peu près 50 jours à vivre et elle meurt. Alors, il meurt très rapidement et les souris n'ont pas le temps de développer une pathologie cancéreuse, si je peux l'appeler comme ça. Et donc, c'est difficile d'étudier la progression de la tyrosinémie dans ce modèle de tyrosinémie. Donc, Geneviève Moreau, le docteur Moreau, qui est à la table là-bas, c'est une gentille dame. On voyait que les souris avaient le dos recourbé, puis qu'il n'y avait pas de l'air être bien en santé. Fait qu'elle a pris les souris, ça se nourrit avec des petites graines, des petites perlettes, en fait, et elle a mis de l'eau. Puis elle leur a fait une petite bouillie pour les vieux, là. Tu sais, un truc que tu mets dans le fond du manger mou, comme on dit. Et ça a donné quelque chose de surprenant. Avec ce manger mou-là, les souris, maintenant, comme vous voyez la ligne bleue ici, se sont rendues jusqu'à 120 jours. Donc, une quinzaine de semaines, c'est une grosse différence. Alors là, on était tous contents, mais quand ils meurent à 120 jours, il y a 100% des souris qui ont des cancers du foie. Ça nous a permis de suivre un peu le processus qu'on pouvait
pas suivre avant parce qu'elle mourait avant de développer un cancer du foie. Fait que, je sais pas si les souris sont contentes du docteur Moreau, mais peu importe. Alors, les changements macroscopiques, on a pu regarder comme ça à 4 semaines. La plupart des travaux de Marcus se faisaient jusqu'à 4 semaines. On a regardé à 8 semaines, puis on a regardé à 16 semaines. Alors, si vous voyez ici les tranches de foie servies au menu dans les contrôles, puis après ça, vous voyez jusqu'à 15 semaines ce que ça donne comme apparence de foie. Donc, à 15 semaines, vous avez un beau foie cancéreux. Ce sont en fait des adénomes, mais on n'a pas trouvé d'HCC, qui est un peu mon commentaire. Enfin, chez l'humain, l'adénome, l'étape suivante, c'est assez souvent la HCC. Chez la souris, c'est pas si clair que ça. Enfin, c'est ce que notre pathologiste nous dit. Qu'en est-il au niveau moléculaire? Ben là, vous connaissez un peu toute cette mécanique de l'ADN, de l'ARN messager, de la protéine, etc. Différentes protéines, différentes fonctions. Et on s'est intéressé au mécanisme moléculaire qui changeait dans le foie des souris de thyrosinémie. Alors, vous avez là-dessus un certain nombre, il y a d'abord l'homéostase calcique est perturbée, donc il y a des problèmes au niveau du calcium. Il y a aussi différents types de stress. Il y a un stress qu'on appelle du réticulum endoplasmique. Alors, je vais vous montrer seulement quelques données. Il y a un stress oxydant aussi, comme vous voyez à droite de la diapo. Et on s'est mis à regarder différents enzymes ou différents membres de la famille. Ça, c'est des sentiers qui font que vos cellules sont soit en survie ou soit en apoptose, comme Marcus vient de parler un peu précédemment. Alors, par exemple, si on regarde au niveau du stress oxydant, ou du stress oxydatif, si vous voulez, on a ici des mesures de deux enzymes, d'un facteur de transcription, NRF2, et d'une protéine qui s'appelle HO1, qui est une protéine qui est importante dans le développement du cancer. Et on voit que quand on enlève le NTBC, vous avez ici les quantités mesurées, que ces protéines-là augmentent beaucoup. Ils augmentent avec une cinétique qui est particulière. Par exemple, le NRF2, il est maximum à 1 semaine, alors que l'un des gènes qui est contrôlé par NRF2, HO1, lui, reste élevé pendant tout le traitement. Alors donc, ça nous permet d'identifier des changements précoces et des changements tardifs. Pour dire les choses plus simplement, on peut diviser, maintenant qu'on sera en 15 semaines, le processus en une phase précoce et une phase tardive, où il y a un stress intense au début, puis après ça, ce qu'on appelle, nous, le stress chronique suite dans le foie qui n'a plus des souris qui n'ont plus d'NTBC. Alors, pour la réponse au stress oxydant, vous voyez encore là, on mesure par une technique qu'on appelle un Western blot ou un buvardage occidental pour la région, les différentes protéines. Puis après ça, on essaie d'adopter ça et de comprendre. Et ce que Marcus a parlé tout à l'heure aussi, c'est que ce qui est frappant, c'est que les cellules, en quelques jours, toutes les cellules deviennent résistantes à l'apoptose. Alors, l'apoptose, c'est un processus qui permet de se débarrasser des cellules. Fait que si vos cellules cancéreuses sont résistantes à l'apoptose, il y a un petit problème là, qui est potentiel. Et donc, c'est ce qui se passe. Alors, ceux qui seraient plus intéressés à regarder ces changements dans le nouveau modèle de 15 semaines. Ça vient juste de paraître il y a 72 heures. En fait, vous pouvez aller chercher dans PubMed cet article de Francesca. Que peut-on apprendre de plus de ce modèle? On essaie de s'en servir pour mieux comprendre la progression de la maladie au niveau moléculaire. Y existe-t-il des marqueurs qui pourraient nous informer plus rapidement que l'état du foie s'en va côté cancer? Et c'est là qu'on a commencé, on a pensé à un test
qui est un test facile, non invasif, ça c'est bien important. Chez la souris, on peut envahir, mais chez l'humain, c'est pas nécessairement le cas. Et des travaux que j'ai faits en Chine, on a utilisé le micro-RNA des maladies cardiovasculaires. C'était assez bizarre d'utiliser micro-RNA alors qu'on utilise la troponine, puis différents marqueurs. Mais il s'est avéré que les micro-RNA étaient très intéressants, puis c'est pas difficile. On prend une prise de sang, puis c'est tout. Alors, ces micro-RNA, ce sont des micro-RNA libres. On ne prend pas des micro-RNA dans le foie, on prend les micro-RNA dans le sang circulant. Ils peuvent être identifiés facilement et à faible coût une fois que vous avez identifié l'ensemble. Les niveaux d'expression sont spécifiques d'un tissu, puis ça pourrait être adapté, si vous voulez, pour détecter de manière très précoce la maladie et le développement vers le cancer. Alors, c'est quoi le micro-ARN? C'est un petit ARN de 22 nucléotides qui vient se coller sur un ARN messager ou sur plusieurs ARN messagers, en fait, qui fait que la protéine n'est pas produite. Alors, c'est un mécanisme assez extraordinaire de régulation post-transcriptionnelle du génome. Et on retrouve donc ces petits nucléotides dans le plasma. Là, ici, si on les voit en voyage, là, alors vous avez dans la partie centrale un vaisseau sanguin, et donc les micro-RNA, si vous voulez, ils sont synthétisés dans un tissu qui pourrait être le foie. Ils sont sécrétés dans un vaisseau et elles vont à un organe cible ou un endroit cible, si vous voulez. Donc, ils voyagent. Alors, la première étape, ça a été d'identifier les micro-RNA dont le niveau change dans la phase aiguë de la tyrosinémie. C'est là que notre modèle était utile. On a fait de la séquence qui nous a donné 992 micro-RNA différents. On en a choisi une 59 pour finir avec une certaine sélection où on va démontrer après par une autre méthode qu'on appelle un PCR reverse, voir si ce qu'on a vu dans le séquençage entier est exact. Alors, la deuxième étape, c'est de déterminer les niveaux de micro-RNA à différents stades de la tyrosinémie héréditaire. Donc, encore là, toujours le même protocole. Et on prend le début des manifestations. Vous avez à gauche la phase aiguë et la phase chronique. Et là, on a regardé certains micro-RNA qui avaient été choisis. Alors, on a ici à gauche en haut le MIR 98.5P. Vous voyez qu'à une semaine, par rapport avant que vous enleviez le NTBC, il est déjà augmenté. Les deux autres aussi, ce sont les trois qu'on a choisis. Donc, les micro-ARN varient de façon significative, soit dès le début de la maladie ou lors de la phase aiguë. Donc, ça nous permet un peu de nous situer où on est rendu. L'avantage, c'est que cette détection précoce-là, si vous voulez, il peut être impliqué dans plusieurs anomalies au niveau du foie. Il y a des études sur les micro-RNA, en particulier sur la forme due à l'hépatite en Chine. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Ces micro-RNA ont aussi un rôle dans le processus de carcinogénèse, c'est-à-dire que si on comprend, on sait lequel micro-RNA on a, on peut aller penser à aller intervenir, par exemple, avec des techniques qui sont spécifiques pour inhiber les micro-RNA. Et sont impliqués dans la modification de certaines protéines. Le modèle que je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a rien qu'une protéine de bloquer. Mais en fait, un micro-RNA peut bloquer des dizaines, des centaines de gènes impliqués dans des processus bien complexes. Mais voilà. Et le point qui nous a frappé, puis qui fait que nous, on pense que ça peut être intéressant, c'est que les micro-RNA, dans le modèle de souris, détectent des changements qui vont conduire à un adénome plus rapidement que l'AFP, l'alpha-fétoprotéine. L'alpha-fétoprotéine, c'est un très bon marqueur, sauf que dans certains cas rapportés, je pense à Franzian von Swanson, par exemple, où il n'y avait pas d'augmentation de AFP, mais généralement, l'AFP est un bon marqueur, sauf qu'on s'aperçoit ici que les micro-RNA, dans le modèle de souris, encore une fois, c'est plus rapide, c'est plus précoce. Et comme vous le savez,
Cancer du foie, ce qui est important, c'est de le déceler et le plus tôt possible. Parce que dès que c'est un petit peu avancé, il est trop tard. Fait qu'on pense que les micro-RNA pourraient être avantageux comme milieu, mais là, ça va demander des études, évidemment, faites chez l'humain, chez un groupe de patients. Encore une fois, c'est pas une méthode qui est invasive. Tous les nouveaux laboratoires cliniques peuvent faire des PCR et des méthodes basées sur le PCR sans aucun problème. Donc, je pense que ça vaut à peine d'être évalué. Ça veut pas dire que ça va fonctionner nécessairement, mais si ça fonctionnait, ça serait peut-être un marqueur qui pourrait être examiné en complément de l'AFP et qui permettrait peut-être de déceler des changements à venir et de prendre des précautions en conséquence. Donc, dans les études qu'on a fait récemment, on a amélioré, enfin, les souris, ils pensent pas ça, mais on a amélioré le modèle murin qui nous permet d'étudier maintenant la progression du processus carcinogénique dans le foie, dans le modèle murin, encore une fois, mais jusqu'à ce que 100% des souris aient des cancers. La phase précoce est associée à un stress intense. Quand on regarde le stress du réticulum endoplasmique ou les autres types de stress qui se produisent, j'ai pas présenté les résultats sur les protéines de stress en particulier, mais c'est un stress très intense qui ne peut pas être enrayé par les mécanismes de réparation cellulaire. La phase tardive de la TH1, elle est associée à un stress chronique et à l'apparition de changements néoplasiques. La TH1 entraîne une dérégulation des micro-RNA circulants, ce qui donc les rend potentiellement utiles pour faire du diagnostic. Et les dommages au foie peuvent être détectés de façon précoce. En tout cas, ça reste à démontrer dans une étude chez l'humain là, par rapport à l'AFP qui est le marqueur standard. Donc, la suite, c'est déterminer si les patients ont un profil de micro-RNA plasmatique distinct des individus sains. Et c'est amusant, il y a quelqu'un, je pense que c'est Marcus, qui a posé la question si on pouvait avoir les siblings, donc dans la même famille, encore une fois. C'est des questions d'avoir 5 ml de sang et si vous avez le contrôle, puis vous avez le tyrosinémique, c'est pas tellement difficile à faire. Le séquençage à haut débit actuellement, c'est assez extraordinaire. Ça coûte assez extraordinaire aussi, mais c'est pas si mal. Ça va se régler, ça. Et on pourrait déterminer s'il y a des micro-RNA qui peuvent être utilisés comme marqueurs de la progression de la maladie. Alors, je termine en remerciant d'abord les organismes qui ont permis ces travaux au cours des années, les instituts de recherche du Canada. Il y a de moins en moins de support de là. Je vais faire un petit peu de politique. Alors, si vous voulez aller voter pour la tyrosinémie, vous savez de qui vous débarrasser. On a eu aussi un support les 2 dernières années qui nous a aidé de continuer du grand défi de Pierre Lavoie. Je fais pas de vélo, malheureusement. J'aurais bien voulu les accompagner, mais j'aurais fait quelques centaines de pieds. Puis Marcus aurait été meilleur pour faire ce 800 km de vélo qu'il a fait avant de venir ici. Les membres du laboratoire actuellement, il y a Geneviève Moreau, le docteur Moreau, Francesca Angileri qui vient de terminer son postdoc et que j'ai placé en Chine. Elle est malheureuse comme tout, mais ça commence à s'arranger là, dans un laboratoire. Et Vincent Roy qui a fait sa maîtrise. Au fil des ans, Marcus se souvient plus de ses étudiants là que moi, je m'en souviens, mais les gens qui ont été importants, c'était Daniel Faneuf, Yves Labelle, Sylvie Demers, qui a montré que les patients qui avaient été transplantés à Sainte-Justine, on a examiné le taux de réversion dans chacun de ces patients-là, quand elle était en formation avec le docteur Rousseau. Marie Saint-Louis, qui a découvert la mutation des Finlandais. Jacques Poudrier, qui a travaillé sur un certain nombre de choses. Anne Bergeron. Diana Auréjouela, qui a commencé à travailler sur AKT, quand Marcus travaillait sur un autre sentier de signalisation. Chantal et Oda Mounagem. La collaboration actuelle on l'a fait longtemps avec Milton Feingold, qui est au Texas.
Là, j'étais en France cette année, fait que j'ai contacté un pathologiste qui était à Lyon au départ, puis qui est maintenant à la Villejuif, qui s'appelle Jean-Yves Squazec, et Nicolas Gadeau, ceux qui nous ont aidés à interpréter, si vous voulez, les coupes. Je voudrais terminer en soulignant des gens qui ont été importants dans ma vie de thyrodynamique. D'abord, Jean La Rochelle, qui aimait ça, venait me voir quand j'étais au CHUL, puis venait m'amérer un peu. Fait que les thyrodynamiques, là, les noms de famille, il les connaît. Là. Alors, il venait de temps en temps, comment ça va, Tanguy, puis voilà. Sven Lindstedt, qui nous a fourni du NTBC depuis 25 ans, au coût de 0. Vous allez être jaloux, hein? Claude Laberge, qui a eu le flair de créer le réseau de médecine génétique du Québec, qui a fait qu'il y a un programme néonatal ici qui est presque unique au monde et qui a très bien fonctionné. Et Marcus qui a propagé sa souris. J'avais un autre modèle de souris, mais il y a un étudiant qui me l'a perdu à un certain moment. Mais celui de Marcus était plus intéressant. Évidemment, maintenant, on pourrait se faire un CRISPR Cas9, mais le sien, on l'a bien utilisé puis il fonctionne très bien. Alors, sur ça, je remercie encore une fois les organisateurs pour avoir donné l'occasion de vous parler un peu de ce qu'ils appellent du fondamental. En fait, c'est so, thank you very much. Si le docteur Morin me demande comment la réversion se fait, je le sais pas. Mais c'est probablement l'un des phénomènes les plus intéressants de la biologie. C'est vraiment unique. Ce cas les réversions sont exactes. C'est la mutation, aussi de la mutation qui est corrigée. Je pense qu'à date, on n'a pas trouvé de mutation corrigée sur un autre acide aminé à côté qui rétablirait. Et c'est un mécanisme vraiment extraordinaire. Bon, ben c'était ça ma question, donc je vais partir. Non, c'est pas vrai. Nicolas Gauthier, biochimiste clinique à Montréal. Les micro-ARN sont vraiment un sujet très intéressant pour nous dans les laboratoires récemment. C'est une littérature qu'on suit beaucoup. Puis c'est une littérature qui grandit assez rapidement. Vos 3 micro-ARN que vous avez identifiés, est-ce qu'ils étaient déjà connus dans la littérature? Et si oui, est-ce qu'il y avait des implications principalement au niveau hépatique, où il avait été aussi observé dans différentes autres pathologies? Les 3 qui étaient listés là, ils ont des implications dans un tas de processus de développement, de prolifération cellulaire. On peut choisir ce qu'on veut un peu là-dedans. Ce que Francesca est en train de faire en Chine, c'est que dans le laboratoire où que je lui ai conseillé, ils ont une quantité, je dirais, commerciale. Il y a 40 000 échantillons dans 80 congélateurs à moins, pas 80, 200 congélateurs à moins 80 degrés qui viennent de s'acheter. Pays en voie de développement, là, c'est plus la Chine, c'est ici. Là. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, là-dedans, il y avait un groupe de 500 patients qui ont des cancers du foie, mais d'origine virale, donc de l'hépatite. Fait qu'on ne sait pas si c'est la même chose. Là, on va aller elle travaille sur aller voir quels sont les équivalents chez l'humain de ceux qui on a choisi 3, là, c'est parce que il y avait de l'argent pour faire des PCR pour 3, mais elle va comparer un peu quel est l'équivalent chez l'humain et qu'est-ce qu'on trouve dans les patients qui ont des cancers du foie causés par l'hépatite A ou B. Merci. Oui, bonjour. Moi, c'est Yannick Dufault. Vous avez sûrement déjà dû voir mon nom dans vos recherches, en principe. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. OK. Moi, juste une petite question bien simple qui frôle peut-être la science-fiction. Moi, je me demandais si un jour, j'ai bien un jour, ça serait possible de parvenir à, dans le fond, corriger la mutation dans le gène d'un enfant malade, cloner son propre foie de façon saine puis le transplanter. Si ça serait possible, parce qu'en principe, une fois que ça serait fait, il n'y aurait ni besoin d'NTBC, ni d'antirogène.
Ça c'est une question qui aurait été posée à Marcus. Puis je pense que Marcus, il a très bien identifié le problème. Tant que vous n'aurez pas une technique qui vous donne 100% de changement, vous restez à risque. Il va rester une cellule pas corrigée à risque de pousser, puis elle est cancéreuse. Alors, elle peut prendre le dessus à n'importe quel moment. Fait tous ces trucs, là, on va corriger le génome, on fait des soldats qu'on va pouvoir envoyer en Afghanistan. Là, en tout cas, moi, je suis très contre ça. Mais effectivement, dans ce cas-là, il faut vraiment pas qu'il reste de cellules qui ont la mutation. Parce qu'ils cancérisent assez vite. Dans les souris de Marcus, d'ailleurs, qui sont célèbres pour plusieurs raisons, ils se développaient assez souvent des cancers un peu plus tard chez les souris. Il y avait de l'air guéri après, là, mais il reste toujours un certain nombre de cellules qui ne sont pas corrigées. Puis ça, là, c'est pas bon de les avoir. Okay, donc, la correction, peut-être que dans 200 ans, on fera ça, mais je ne serai pas là. On va être bien content. Moi non plus. Merci. Comparé à, qu'est-ce que vous pensez, quelle serait la différence avec l'AFP? Parce que vous dites l'AFP, c'est quand même un bon marqueur. Ça serait quoi le plus des micro-RNA? Le micro-RNA, il est plus tôt. En tout cas, dans le modèle de souris, on le détecte déjà en 1 semaine, alors qu'on ne détecte pas l'AFP encore. L'AFP n'est pas apparu encore dans le portrait. Okay. Donc, ça sera un marqueur plus précoce qui dit, oups, il faudrait peut-être surveiller un peu. C'est pas plus difficile de doser 2-3 micro-RN que de doser l'AFP. Dans les laboratoires, maintenant, il n'y a pas de grand problème. Fait, si ça vous donne un marqueur qui est plus tôt, vous pouvez intervenir plus tôt, ce qui je suis pas un hépatologue du tout, mais je pense que le plus tôt on intervient dans un cancer du foie, c'est le mieux c'est, parce qu'autrement, l'AFP, quand il est déjà élevé... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que, par exemple, ces ARN, ces micro-ARN que vous avez identifiés, est-ce qu'ils seraient augmentés de façon non spécifique dans d'autres sortes de dommages dans le foie? Je peux pas le dire. On a seulement étudié ce modèle-là comme tel. Okay. C'est pour ça que l'étude avec l'humain peut être intéressante en comparant avec surtout le modèle de cancer du foie dû à l'hépatite versus... il y a quelqu'un qui a mentionné, je pense ce matin, que peut-être dans le tyrosinémie, c'est pas le même genre de cancer du foie qu'on retrouve dans le cancer du foie habituel et fréquent, qui est celui causé par les virus de l'hépatite. Et est-ce que la fonctionnalité de ces ARN, ces micro-ARN, est déjà connue dans la littérature ou dans votre expérience? Il y a une littérature immense. Ouais. Il y a beaucoup de choses connues sur le foie. On avait pensé faire des expériences avec un des collègues de Marcus qui est retourné en Allemagne, Arne Vogel, sur, par exemple, des antimyres dans le modèle de la souris pour voir si on est capable de corriger un peu certaines situations. Mais encore là, faut-il avoir des sous pour faire ça? Et dans ce temps-ci, les sous aux IRSC, là, pour tout le monde, excusez, là, mais... Donc, il n'y en a pas beaucoup. Non. Nous sommes d'accord. Il faut dire aussi que les humains, il n'y a pas de grand problème avec ça, mais des souris, c'est bien important. Hein? Dans les universités, là, ceux qui travaillent avec des souris, là, vous allez voir que les souris, ils sont bien mieux traités que les chercheurs. Ils ont tant de pieds carrés d'air pulsé avec de l'oxygène, alors que le chercheur, il a son petit trou dans son coin, puis il n'y a pas grand-chose à dire. Les comités d'animaux sont effrayants. Si tu descends ta souris de plus que 20%, c'est que quelqu'un d'obèse sera bien content. Dire, hey, la souris, oh, non.
faut tuer la souris parce qu'elle a baissé en bas de 20%. On a réussi à obtenir une dispense pour les rendre à 30%, mais ils viennent la nuit, je pense, pour les peser nos souris, pour voir s'ils ont baissé en bas de 30% de leur poids initial. Puis là, tu as un appel le lendemain matin, puis là, il faut tuer la souris. Mais c'est un peu ridicule, mais que vous voulez. On vit dans notre temps, hein? Bon, merci. Sur ces...